Voilà, bonjour, je suis le docteur Roger Virion, diabétologue aux hôpitaux Robert Schumann. Les femmes sont concernées par la maladie parce que le diabète influence leur vie sexuelle et que d'un autre côté, la vie sexuelle a un impact sur le diabète. Quand on pense par exemple à une maladie qui apparaît pendant la grossesse, c'est le diabète gestationnel, donc la grossesse en elle-même peut favoriser l'apparition d'un diabète. Et à l'inverse, le diabète peut conditionner le devenir du bébé. Donc il y a donc une importance des glycémies et du diabète sur le devenir de l'enfant, mais il y a également le diabète qui peut apparaître à cause d'une grossesse. Donc il y a une interaction diabète, sexualité de la femme, et d'un autre côté, donc le cycle féminin, donc la puberté, les cycles menstruels, la grossesse, la ménopause, tout ça peut perturber un diabète. Alors il y a disons pour faire simple, il y a trois types. Il y a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, donc qu'on ne sait pas prévenir et qu'on ne sait pas, disons, dépister avant. Et puis, il y a le diabète de type 2, qui est une maladie en partie conditionnée par l'environnement, donc par ce que nous faisons, et donc qui est dépistable et également où on peut prévenir un peu la maladie en intervenant. Et puis, comme je l'ai dit déjà, le diabète gestationnel, qui est un diabète qui apparaît pendant la grossesse. Il y a maintenant d'autres formes de diabète, mais je pense qu'ils sortent un peu du cadre de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Bon, je pense que là, on va surtout parler du diabète de type 2, parce que comme je l'ai déjà dit, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. On ne sait pas le prévenir, on ne sait même pas le dépister, donc c'est une maladie qui vous tombe dessus, il n'y a rien à faire auparavant. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui est plus fréquente quand on a déjà dans la famille des gens qui ont cette maladie. Donc on sait déjà si les parents ou si un frère est atteint, ou une sœur, que le risque est plus important de développer la maladie. Ensuite, il y a le surpoids et l'inactivité physique. Ça, ce sont les facteurs de risque. Donc si on a des glycémies limites, on encourage les gens à perdre du poids et à augmenter leur activité physique parce qu'évidemment, leur génétique, ils ne savent pas l'influencer, mais ils savent influencer l'environnement délétère. Justement, donc je pense que si on a des facteurs familiaux prédisposants, si on est en surpoids, si on est, je dirais, un homme de bureau, donc qui a très peu d'activité physique, et en plus, si déjà le médecin vous dit votre glycémie, votre sucre sanguin, il est à la limite, là, il faut vraiment essayer de perdre du poids. Normalement, on conseille 10% du poids initial, donc ce qui est faisable. Et puis surtout, augmenter l'activité physique. Et là, la recommandation, c'est les 10 000 pas journaliers. Les 10 000 pas journaliers, ça correspond à peu près à 5 km de marche. Alors évidemment, on ne demande pas aux gens de devenir tout à coup des sportifs, mais on leur demande de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur et puis de faire un peu les trajets courts, au moins à pied. Je pense qu'il faut peut-être distinguer le côté thérapeutique et le côté surveillance. Je crois que la grande innovation, point de vue surveillance, c'est maintenant le système de capteurs qui mesurent le glucose interstitiel en continu. Donc ça permet aux patients traités par insuline injection multiple d'avoir tout le temps la possibilité de vérifier leur sucre interstitiel, donc dans le liquide interstitiel, de corriger éventuellement, surtout de prévenir les hypoglycémies, ce qui est un grand confort, et également de voir comment le sucre a évolué sur les 8 dernières heures, puisque l'appareil enregistre toutes les valeurs sur 8 heures. Donc ça permet par exemple de dépister les hypoglycémies nocturnes qui ne sont éventuellement pas ressenties par le patient. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une avancée. Et je pense qu'il y aura dans le même ordre d'idées d'autres appareils qui vont transmettre
en direct, parce que le système actuel, il faut aller chercher les résultats. Maintenant, il y aura des systèmes qui vont directement transmettre et on pourrait mettre des alarmes qui permettent, par exemple, de réveiller le patient quand il descend trop bas avec son glucose. Ensuite, dans l'avenir, et ça, ce n'est pas un avenir trop lointain, je pense qu'il y aura la boucle fermée, c'est-à-dire il y aura le capteur qui sera lié à une pompe à insuline et donc le capteur va informer la pompe qui a un programme et qui va donc infuser de l'insuline en fonction de ce que le capteur mesure. Donc ça, je pense que ce sera dans les 2-3 années à venir qu'on aura ce genre de système. Ça concerne le diabète de type 1 qui est quand même le diabète le moins fréquent. Donc pour le diabète de type 2, je dirais, on a surtout de nouveaux médicaments, on a de nouvelles options thérapeutiques qui permettent, malheureusement toujours pas de préserver la cellule bêta, parce que ça c'est le problème, c'est que le diabète de type 2 évolue lentement au fil des ans quand même vers la carence en insuline et la nécessité de faire des injections. Mais on a quand même des médicaments meilleurs qui permettent probablement de retarder le moment de la carence insulinique absolue où il faut avoir recours à l'insuline et donc de donner un meilleur confort aux patients parce que c'est sûr que passer à l'injection, ça nécessite une autosurveillance, ça nécessite quand même beaucoup plus de contrôle et ça expose au risque d'hypoglycémie. Donc le passage à l'insuline est toujours une étape difficile pour le diabétique de type 2. Bon, pour vivre bien avec son diabète, il faut assurer un contrôle et, disons, avoir une éducation qui permette de répondre à ce qu'on mesure. Donc, on a une clinique du diabète ici aux hôpitaux Robert Schuman où cette éducation est assurée et je crois que c'est un vraiment des éléments clés pour bien prendre en charge le diabète. Alors évidemment, il y a le caractère des gens. Il y a des gens qui sont très obsessionnels, donc ils font beaucoup de contrôles et qui, malgré tous ces contrôles, ne sont jamais satisfaits de leurs résultats et donc qui restent malheureux malgré de nombreux contrôles. À l'autre extrême, il y a ceux qui ne contrôlent pas du tout. Disons qu'ils se sentent probablement bien jusqu'à l'arrivée des complications. Et c'est là, à ce moment-là, où il est vraiment trop tard et où il commence à avoir de sérieux ennuis de santé. Donc il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, ce serait celui qui mesure de façon correcte. Les nouveaux systèmes permettent une mesure facile. Maintenant, ceux qui se piquent au doigt, si on admet 3 à 6 glycémies par jour, c'est amplement suffisant, donc on n'a pas besoin d'en faire plus pour bien contrôler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que je vais faire avec les résultats. Et c'est pour ça que l'éducation est importante et ça permet à ce moment-là aux gens de bien adapter leur glycémie. Ça leur donne une satisfaction et comme ils préviennent également les complications, je pense qu'ils peuvent très bien vivre avec leur maladie.